Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et on poursuit notre voyage au cœur de votre patrimoine en accueillant Mehdi Gaïji. Bonjour. Bonjour Cédric. Vous êtes le président d'Horizon AM. Peut-être d'abord un petit portrait, rapide, mais un petit portrait d'Horizon. Qui êtes-vous ? Alors Horizon AM est la société de gestion de portefeuille du groupe Horizon. Elle est agréée par l'autorité des marchés financiers et elle développe des solutions d'épargne immobilière destinées aux particuliers et aux institutionnels. Historiquement, elle a développé une activité de financement de ce qu'on appelle le private equity immobilier, le capital investissement immobilier. C'est le fait de financer la production de l'immeuble dans sa phase initiale. Et puis, au fur et à mesure, elle s'est développée, elle s'est diversifiée vers la détention immobilière, une activité un peu plus standard dans la compréhension de ce que c'est l'immobilier. Alors, diversification pour Horizon, mais diversification aussi pour les placements de ceux qui vous feront confiance. Et on va tourner ce matin entre les domaines de l'hôtellerie, de l'aménagement foncier, du portage foncier, enfin voilà, tout ce que vous proposez à vos clients. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu justement pourquoi avoir diversifié à ce point la stratégie finalement d'Horizon AM ? Alors, au début, on a démarré avec le financement principalement du logement, donc le résidentiel. Et puis, au fur et à mesure, on s'est rendu compte que la notion d'habitabilité englobait une réflexion beaucoup plus importante que uniquement le logement en tant que tel. Et donc, l'aménagement urbain étant la phase initiale, celle qui conçoit les règles urbanistiques, le portage foncier est une façon d'acquérir le foncier en vocation de projet futur. Et l'hôtellerie est une manière de résider différente. Donc, je dirais que ça s'est fait naturellement. Et c'est des classes aujourd'hui d'actifs immobiliers qui sont très résilientes dans le contexte. Donc aussi, cette réflexion de venir diversifier, être multisectoriel avec une réflexion d'habitabilité générale sur l'usage de l'immobilier, non seulement en tant que résidence principale, mais en le résidant même temporairement. Alors, on va revenir sur de nombreux aspects, mais il y a un truc marquant quand on découvre un petit peu vos propositions, c'est l'impact très fort et l'intérêt de l'ESG dans toute votre réflexion. Comment est-ce qu'on concilie, enfin, c'est presque une question que chaque épargnant peut se poser et de se dire, bah oui, c'est bien de prendre en compte tous ces critères-là, mais est-ce que finalement, je ne vais pas y laisser un petit peu de plume en termes de rentabilité ? Enfin, en clair, comment est-ce qu'on concilie rentabilité, l'impact social, la responsabilité environnementale quand on fait de l'investissement immobilier ? Oui, déjà, en ayant l'objectif de le faire, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'idées qui viennent opposer la performance économique avec des performances extra-financières. Je crois que c'est un monde qui est révolu aujourd'hui. En soi, il est parfaitement possible de concilier les deux. Par contre, il faut le concevoir. C'est ça la nuance. Et donc, cette conception, elle est assez naturelle. Quand vous produisez un immeuble, vous n'êtes pas un consommateur d'un produit fini. Vous pouvez agir dessus. Prendre un exemple très concret sur le plan environnemental. Quand on conçoit un projet d'aménagement, c'est souvent des friches polluées, bétonnées. Donc, on va faire des projets, nous, de dépollution, de renaturation, donc d'amélioration de la perspective verte. Et donc, vous voyez, ça, c'est un exemple très, très facile à faire. Sur le plan strictement, par exemple, parce qu'on parlait de ESG, le S, le social, quand vous concevez un projet, vous pouvez le dédier à une destination d'un public défavorisé qui a une difficulté d'accès, par exemple, au logement. Vous pouvez le destiner à un logement social. Vous pouvez aussi concevoir des éléments qui touchent à sa programmatique, par exemple, édifier des maisons médicales. C'est une thématique de grande actualité, puisque les médecins même sont, il me semble, en grève depuis quelques jours. Et donc voilà, en fin de compte, le temps de conception, le temps de développement est un temps privilégié. Enfin, sur la gouvernance, je finis juste là-dessus. Ouais. La gouvernance, chez Horizon AM, on a fait un choix que nos fonds d'investissement ne soient pas des fonds sans personnalité morale. On leur a donné une personnalité morale, ça veut dire que ce sont des sociétés, ce qui fait que les fonds appartiennent intégralement aux investisseurs et qu'ils ont un droit, celui de l'Assemblée générale, pour pouvoir voter pour ou contre, donc en fin de compte, un pouvoir de sanction. Donc vraiment, le ESG, on le vit grâce à cette classe d'actifs de conception. Dans toute son acception. Absolument. Justement, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du fonds foncière, citoyenne et sociale, et notamment de ce fonctionnement, puisque c'est une société coopérative d'intérêt collectif ? Oui, là, on est allé chercher carrément
l'extrémité. C'est un ovni un peu dans le métier. Oui, non c'est un ovni. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. À notre connaissance, on est les seuls à le faire. Quand vous choisissez un fonds sous format de société coopérative d'intérêt économique, depuiser avec un agrément supplémentaire qui est l'agrément ESUS, entreprise solidaire et utilité sociale, ça veut dire que le fonds fait partie de l'économie sociale et solidaire, c'est un secteur à part. Alors, quand on dit société coopérative, un point numéro 1, c'est la gouvernance. La gouvernance et la répartition capitalistique. Peu importe ce que vous mettez, chaque associé a une voix. Vous voyez, déjà, ça distord, je dirais, l'effet mécanique financier en tant que tel. Chacun est représenté. D'accord. Ensuite, sur le plan strictement de l'objet social de la société, on va faire toutes sortes de projets d'utilité sociale. Je disais, par exemple, développer des maisons médicales dans des déserts médicaux. Ça, c'est un point très important. Nous développons actuellement aussi des activités de tout ce qui est garde d'enfants. Donc là aussi, on s'adresse à nos bouts de chou. Il y a une très grosse pénurie en France sur la garde des enfants. 2 tiers ne bénéficient pas de place en crèche. Donc, il y a une activité vraiment assez importante là-dessus. On peut également développer des accessions de logement dans des dispositifs très spécifiques, tels que le Loc Avantage 2. Ce sont des accès de logement à des publics défavorisés qui n'ont pas la possibilité d'être solvables sur le marché conventionnel. Alors, je vais mettre un peu les pieds dans le plat et faire mon crésus, entre guillemets, mais il y a un intérêt fiscal à investir dans un produit comme celui-là. Enfin, on se dit, finalement, mon argent va servir à une utilité sociale. Donc, il y a quoi ? Il y a une carotte fiscale, Oui, alors bon, c'est effectivement... On pose toujours la question comme ça en France, hein, c'est comme ça, je suis désolé. Non, mais en fait, pour flécher l'épargne des particuliers vers effectivement cette dynamique, le législateur permet effectivement la réduction d'impôts de 25%, c'est ce qu'on appelle l'IR-PME. C'est très important parce qu'effectivement, c'est une motivation pour les épargnants à y aller, et heureusement. Par ailleurs, quand on souscrit dans ce genre de fonds, on est exonéré de l'IFI, puisque les parts sociales qu'on achète rentrent dans un cadre spécifique de l'ESUS, comme je l'ai évoqué, et ça permet un abattement sur son IFI, voire une exonération. Il y a une petite cerise sur le gâteau. Et effectivement, c'est un attrait qui n'est pas neutre, parce que ça permet effectivement d'avoir un effet de levier. Comment est-ce que vous sélectionnez les projets ? Là, vous nous avez parlé de cabinets médicaux, de garde d'enfants. Enfin, voilà, on entend bien la fibre sociale, mais comment est-ce que vous sélectionnez tel ou tel projet ? Alors, classiquement, comme tout gérant, il y a un diagnostic économique. Il faut que l'opération soit économiquement viable. Ça, je dirais, c'est le standard. Donc, c'est pas utopique ? Pas du tout, pas du tout. Non, mais c'est important. La plupart des rentabilités qui sont acquis dans le fonds tournent à l'actif entre 5 à 8% de rendement. D'accord. Donc là, on n'est pas du tout dans l'utopie. Non, c'est rentable. Tout à fait. Tout à fait. Ce qui les spécifie, c'est plutôt un diagnostic territorial. Quand vous vous implantez quelque part sur un territoire pour implanter, par exemple, une microcrèche, c'est une étude assez importante de la localité, de la garde d'enfants, de la sociologie, mais de l'administration également, des autorisations auprès des CAF, des PMI, etc. Donc, un travail d'ingénierie assez important. Voilà, et il faut le considérer en tant que tel. Et enfin, il y a un diagnostic, je dirais, ESG strictement parlant, puisque le but, tous les projets, 100% des projets que nous étudions, sont passés au tatami ESG. Et le but, c'est que quand on a une note initiale qui est généralement en dessous de la moyenne, le but, c'est de valoriser pour qu'on soit largement au-dessus de la moyenne, pour ne pas dire, je l'espère, un jour ou l'autre, arriver à la maximisation absolue. D'accord. Donc, effectivement, il y a un triptyque de diagnostic pour faire en sorte que ce produit reste dans ses qualités intrinsèques. On sent dans vos propos, dans votre enthousiasme, vraiment une conviction profonde. Et du coup, je m'interroge, les épargnants qui choisissent de vous faire confiance et de venir mettre leur épargne dans les produits et au service des idées que vous portez, ce sont finalement des clients comme les autres, un numéro, j'ai envie de dire, dans un fonds, ou est-ce que finalement ce sont des clients un peu particuliers parce que ESGisés, entre guillemets, parce que investis, parce que impactés, parce que convertis, enfin, et est-ce que du coup vous les accompagnez de façon peut-être un petit peu plus spécifique, plus particulière, je sais pas, avec un reporting, avec un suivi plus, voilà, je sais pas, plus important? Alors, tout un chacun peut avoir une réflexion d'une épargne citoyenne. On l'est tous citoyens en payant des impôts, donc on est un peu passif. En investissant dans ce genre de fonds, on fait
une démarche active. Voilà. Donc, on peut être citoyen, on peut effectivement faire des économies d'impôts, mais en participant autrement aux bienfaits communautaires. Alors, donc forcément, je dirais qu'on s'adresse à tout le monde. Après, c'est à nous d'aller chercher cette fibre pour faire expliciter qu'il y a la possibilité de conjuguer effectivement variables financières. L'objectif du fonds, c'est de faire l'inflation avec l'économie d'impôt, c'est plus de 5%. D'accord. Ça se défend. Donc, quand on fait quelque chose d'utile économiquement, socialement et localement. Il faut rappeler qu'on est dans des visions géopolitiques heurtées. Si on peut investir chez nous dans une utilité immédiate, tant mieux. Alors après, bien sûr, vis-à-vis des investisseurs, nous avons la possibilité d'assurer des communications transparentes. On a 3 tons principaux. Je l'évoquais tout à l'heure, un ton annuel qui est l'Assemblée générale, un ton vraiment fondamental, parce que c'est une publication des comptes auditée par des commissaires aux comptes et validée par les actionnaires qui sont là. Un ton qui est semestriel, on fait un reporting précis sur tout ce que nous faisons, ligne par ligne, donc du portefeuille, pour voir l'évolution de la gestion des projets. Et enfin, un ton trimestriel, où là, carrément, c'est des visions que nous organisons pour communiquer directement et répondre aux questions-réponses. Alors, vous nous avez dit un mot du rendement. Maintenant, en étant hyper concret, là, si je vous demande peut-être 1 ou 2 exemples illustrés, on va dire, de l'investissement type de votre foncière, qu'est-ce que vous auriez envie de mettre en avant ? Déjà, je vais rappeler que le ticket, il est à partir de 3 000 €. Donc, vous voyez, c'est déjà c'est abordable. C'est une belle diversification pour ceux qui souhaitent le faire. Si je prends des exemples concrets que nous venons d'effectuer, nous venons de livrer une maison médicale sur Saint-Germain-les-Corbeilles, dans le 91, 1200 m², soutenue par la mairie, bénéficiant de subventions qu'on a versées à la mairie en tant que telle, et elle est remplie de médecins et de fonctions paramédicales qui touchent aux soins. Donc ça, c'est quelque chose qui est très récente. On peut également développer, actuellement, on développe une micro-crèche 12 berceaux sur la commune de la Grande Paroisse, dans le 77 en Seine-et-Marne. Donc, vous voyez, dans une commune ne bénéficiant pas forcément d'aura économique majeure. Là aussi, on est allé chercher des subventions également et on est en train de préparer une livraison au courant 2026 pour répondre à des besoins. Et d'ores et déjà, alors qu'on n'a même pas qu'à démarrer la gestion du chantier et sa livraison, la crèche déjà est pleine. Donc il y a vraiment des gros besoins. Donc ça, ce sont 2 exemples concrets. Je peux vous en citer des dizaines ainsi. Bon, si je bénéficie justement, pour terminer un petit peu de votre œil sur ce monde, dans le monde ESG, c'est vrai qu'on essaye de percevoir un peu les tendances, de regarder comment ça peut se développer ou plus ou moins souffrir. C'est vrai que là, si on regarde globalement, l'arrivée de Donald Trump a fait poser certaines questions sur la façon d'aborder les critères ESG, exclure ou prendre du best in class. Enfin, il y avait beaucoup de questions. Sur ce monde un peu immobilier responsable, quelle est votre vision du temps qui vient et comment est-ce que vous pensez, à la modeste place, j'ai envie de dire, d'Horizon AM, être capable d'y apporter votre pierre ? Alors, au-delà je dirais, d'une atrophie conjoncturelle géopolitique, la tendance nous paraît être une tendance de fond, ce qui paraît être une nécessité, je dirais, planétaire, et est en train de devenir la norme et une évidence. Tout un chacun, aujourd'hui, vous et moi, on cherche du sens dans nos actions quotidiennes. Et quand on est épargnant, on a la possibilité, à son niveau, de participer à un effort conjugué qui a une utilité et une retombée économique immédiate. Et je crois que ça vaut tous les discours. Donc nous, on y croit à fond. On veut juste amener de plus en plus de pédagogie pour permettre que ces épargnes-là se flèchent vers ce genre de support. Et on a ce privilège d'être sur une classe d'actifs qui est le ton de la conception et le développement. C'est le meilleur ton qui soit, puisque c'est quand vous concevez un produit, c'est à ce moment-là, vous pouvez agir dessus plutôt que venir derrière le restructurer, qu'une démarche plus lourde, plus difficile à faire. Donc nous pensons qu'on a une classe d'actifs qui s'adapte parfaitement. Donc nous, on invite tout le monde à venir regarder, à s'y intéresser. Sincèrement, pour 3 000 €, je pense que il est possible de se diversifier et de dire on y va. C'est vendu. Mehdi Gueïji, merci beaucoup d'être passé sur le plateau de Cœur de Patrimoine pour Horizon AM. Cœur de Patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.